Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Un podcast que vous pouvez retrouver sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube d'ailleurs. Mais laissez-nous un commentaire ou une question ou un petit like sur les réseaux sociaux. On a des comptes Howdy Mavs sur Facebook, Instagram ou ex-Twitter. Tout ça, ça nous fera super plaisir. Alors, aujourd'hui, on va enregistrer le 3e volet de notre série sur Luka Doncic aux Mavericks. Pendant les 2 premiers épisodes, on a parlé de Luka, sa draft, on a parlé de ses premières saisons où il a battu des records de précocité, on a parlé de sa progression individuelle, on a parlé de la progression collective de l'équipe. Et puis, ça nous a fait bien plaisir de se remémorer des campagnes de play-off assez extraordinaires. On a terminé le dernier épisode en parlant de leur campagne en 2022 où ils ont atteint la finale de conférence. Donc ça, c'était quand même un bon moment de se rappeler de ces moments, de cette campagne incroyable. Donc là, on va continuer notre petite série avec la suite et la fin, les 2 dernières saisons, les saisons les plus récentes. Et pour parler avec moi de cette fin de ces 2 dernières saisons, j'ai avec moi Quentin. Salut Quentin. Salut Adam, bonjour, bonsoir tout le monde. La saison de nos Dallas Cowboys vient de commencer sur les chapeaux de roue. Celle de nos Dallas Mavericks, on va devoir encore attendre un petit peu. Donc je suis toujours aussi ravi de vous retrouver tous les deux pour qu'on continue d'attendre la reprise et de se remémorer les bons souvenirs en attendant ça. Elle approche, la reprise, elle approche. Et avec nous, comme d'habitude, fidèle au poste, on a notre correspondant à Dallas pour Howdy Mavs et accessoirement notre ingénieur du son. Salut Nico. Ingénieur du son de renom. Ouais, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver également. Ravi de vous retrouver pour la 3e partie justement de ce spécial Luka. J'ai l'impression qu'on fait un peu retour vers le futur. On se prend pour Marty McFly, ce qui me fait très plaisir. C'est ça, mais ça fait toujours plaisir. Alors, avant de continuer notre petite saga, j'aimerais qu'on parle d'actualité parce qu'il y a eu un peu d'actu la semaine dernière puisque les Mavericks ont re-signé notre ami Markieff Morris. Alors, Morris, on en a parlé il y a quelques semaines. Je crois que c'était un des premiers épisodes de notre podcast. On avait même parlé de son frère. On s'était dit que peut-être que tous les deux, ils pourraient revenir rejoindre Dallas. Mais finalement, c'est Markieff Morris qui va rejoindre l'effectif. Alors Markieff, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Malgré tout, Nico Harrison a décidé de le faire revenir. Alors pourquoi ils l'ont re-signé? Et puis qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Alors moi, j'ai un scoop à vous partager. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Il ne va pas beaucoup jouer cette année. C'est à peu près une certitude. La raison pour laquelle il revient, on en a un petit peu parlé par le passé. Je pense que c'est le retour de Tonton Maurice. C'est le leader de vestiaire apprécié et écouté par tous. Tout le monde était assez unanime pour reconnaître en fait combien il était une figure écoutée, respectée dans le vestiaire, dans la stabilité qu'il apportait, et notamment respecté par Kyrie et Luka. Donc un peu les 2 leaders d'équipe, donc ça tombe assez bien. Donc c'est tout sauf une surprise en fait. On l'attendait, sa signature, ça a pas mal traîné. Mais on y est, donc c'est finalement extrêmement logique. Ça s'inscrit dans la continuité de l'excellente saison de l'année dernière. Et il me semble qu'on avait dit que le roster était plein. Je crois que dans l'épisode de Dinwiddie, on s'était dit, ça y est, les Mavs ont terminé leur effectif. Comment ils vont faire pour le faire venir? Est-ce qu'il y a un joueur qui va devoir partir? Et oui, les calculs sont pas bons. Comme on dit, en fait, on a déjà 15 joueurs. Donc Luka, Kyrie, Thompson, P.J. Washington, Lively, Gafford, Maxey, Marshall, Grimes, Dinwiddie, Powell, Exum, Hardy et Omax, ça fait 14. Et donc là, on a AJ Lawson et Markieff Morris qui en fait vont un peu se battre pour ce 15e spot. Je pense que si on a recruté Morris, c'est pour le garder. Donc AJ Lawson va devoir faire ses preuves lors du training camp pour peut-être aller récupérer à nouveau, c'était le cas il y a 2 ans, un contrat two-way pour jouer avec nos Texas Legends, mais je pense que c'est AJ Lawson, donc 24 ans, qui devrait subir donc cette arrivée ce retour de Markieff, malheureusement. Ok, voilà. Bon, ça c'était l'actu du jour, donc je pense qu'on peut démarrer notre
notre série, hein, notre saison 2022-2023. Hein. Donc là, on se replonge un petit peu dans cet été 2022 où les Mavs sortent de leur campagne de playoff assez extraordinaire, un peu surprenante, on va dire, puisqu'ils atteignent les finales de conférence. Là, ils perdent contre les Warriors. Et on peut se dire quand même qu'on se rend compte qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Ça a été compliqué pour nos Mavs dans cette série. Donc, on se dit, pendant l'intersaison, comment ils vont faire pour améliorer l'effectif? Et puis, il y a un gros point d'interrogation puisque Jalen Brunson, un des gros artisans de cette campagne de play-off, est agent libre. Alors, Quentin, raconte-nous un peu ce qui s'est passé autour de Brunson à cet été 2022. Brunson, on va aller vite pour pas trop rechasser les mauvais souvenirs, mais il part à New York contre rien. On l'a pas prolongé au moment où on pouvait. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il était très bon, il a évidemment refusé l'extension qu'on proposait parce qu'elle était ridicule par rapport à son niveau. Et voilà, lui, son avis était déjà fait parce qu'on était prêt à aligner aussi les dollars, mais il voulait aller à New York. On ne sait pas à quel point le papa a joué là-dedans, mais donc voilà, le problème c'est que on le perd contre rien en échange. Et donc cet été-là, en fait, on va pas avoir d'arrivée, de vraie arrivée, si ce n'est en fait Christian Wood. Et pour cela, en fait, on va donner notre seul pick de draft qu'on avait, c'était notre seul asset de l'été aux Rockets pour récupérer Wood. Donc ça va être un peu une off-season qui va être maigre sur ce coup-là, parce que le départ de Brunson ne va clairement pas être compensé malheureusement. C'était un premier tour? Non, c'est un deuxième tour de draft? Non, c'était notre premier tour, ça devait être autour de 19 ou quelque chose comme ça, qu'on a donné aux Rockets qui, eux, étaient en reconstruction. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, il me semble que d'ailleurs, on perd Boban comme cela en l'envoyant dans ce trade-là. Ça, c'était plutôt un capital sympathique sportif, et on perd Boban à ce moment-là dans ce trade-là avec les Rockets. Alors, en fait, on devait quand même se renforcer. Est-ce que McGee et Wood, c'était ça l'aide qui allait arriver pour passer cette étape-là, pour battre les Warriors en finale de conférence, Nico? Ouais, en fait, je pense que le médecin a fait le bon constat. Le malade était bien malade sur les postes intérieurs. Je dis ça en souriant, mais c'était clair que les postes 4 et 5 étaient les postes les plus faibles par les Mavericks. Donc, logiquement, en fait, de faire venir un numéro 4 et un numéro 5, on se dit, c'est plutôt une bonne idée. En l'occurrence, de faire venir Christian Wood de Houston, dont tu parlais, et de faire venir notre Javal McGee national de Phoenix. Sur le principe, on se dit pourquoi pas. Au moins, les postes visés sont les bons. Ce que je dirais, c'est que Christian Wood, on le récupère quand même pour pas grand-chose. Ça donne quand même l'impression qu'ils veulent le dégager de Houston. Alors qu'on se dit, en tout cas, moi, je ne le suivais pas dans le détail, mais je disais, ça avait l'air d'être un grand talentueux, intérieur, fort en offensive, et il a vraiment du jeu. Donc on se dit, waouh, il le récupère pour vraiment pas grand-chose. De l'autre côté, nous, on balance vraiment des miettes, parce que Boban, aussi sympathique soit-il, il jouait très peu. Trey Burke, Marquise Chris, peut-être quelques ballons et 3 maillots, mais franchement, on n'en voit vraiment pas grand-chose à part le tour de draft. Et moi, je sais qu'à l'époque, ma réflexion, c'est quand même un peu étrange que Houston le balance comme ça. Il lui reste 1 an de contrat. Bon, alors on se dit, il arrive à Dallas en 4. C'est un poste 4, on en a besoin. Il est talentueux, il lui reste 1 an de contrat, donc il a tout à prouver. Donc ça sent plutôt la bonne affaire. Ouais, mais ça me rappelle, tu sais, quand on dit fais attention sur Internet, si un jour tu vois un deal, une affaire qui est trop belle, c'est sûrement parce qu'elle est trop belle et que c'est une arnaque. Et Wood, j'ai un peu cette impression, comme tu dis, j'étais d'accord avec toi, de l'extérieur, on se disait, mais il est intéressant, il a jamais joué dans une équipe qui joue vraiment les playoffs, qui gagne et tout, donc on se dit, il nous faut un cadeau là, Houston, mais bon. L'avenir va être différent. Pourquoi ils nous l'ont donné? On a compris la carotte de l'espace qu'ils nous ont mis gentiment après, en se disant finalement, c'est peut-être pas les équipes dans lesquelles il était avant. Il avait un problème, c'était plutôt lui. Ouais. En tant que, c'est même pas en tant que joueur, pour moi, c'est surtout en tant que personnalité dans un collectif. C'est assez il a eu des problèmes défensifs aussi, plutôt. C'est là où il y avait le gros maillon faible de la défense. Il défend pas. C'était dommage. Il avait les capacités athlétiques, mais le QI défensif était inexistant. Et du coup, moi, ça m'a un peu vacciné contre la piste
Jeremy Grant, parce que pour moi, c'est un peu le même profil de joueur. Tu te dis, ouais, il a jamais joué dans une équipe qui veut vraiment gagner. Mais bon, c'est pas pour rien que personne ne veut vraiment ce type de joueur. Enfin, bref. Ouais. Et après, Javal McGee, en quelques mots, il venait de Phoenix, en fait. On savait évidemment qu'il était sur la fin. C'était vraiment le pivot vétéran, un peu bateau, mais de toute façon, on se consigne pour 3 ans quand même, hein, pour 17 millions. Mais on se dit, de toute façon, c'est tellement faible à l'intérieur que même si c'est pas un monstre, il va pas se transformer en Shaquille O'Neal. Ouais. De toute façon, ça sera plus fort que nos pivots titulaires. Donc pourquoi pas. On a pareil, pas grand-chose à perdre. Voilà, il faut le dire aux auditeurs, Quentin, c'est pendant cette saison que tu as vécu à Dallas, donc tu as pu aller voir quasiment, je dirais, ou peut-être tous, tu vas nous le dire, tous les matchs des Mavs à l'American Airlines Center. Alors, tu n'as pas eu de chance parce que c'était quand même la pire saison des 6 qu'on va raconter, c'est vraiment la pire, et de loin. Donc, raconte-nous quand même tes impressions générales sur cette saison que tu as vécue en live. Alors, alors juste pour. Tu dis que j'ai pu voir tous les matchs. Alors, à l'image de cette saison où j'ai pas eu de chance de choisir celle-là entre une saison en finale de conf et une autre saison en finale NBA, et ben donc j'ai vu 36 matchs sur 41. Et évidemment, sur les 5 que j'ai ratés, il y a pour moi le plus gros match de la carrière entière de Luka Doncic en NBA. Mais on va en revenir plus tard dans le podcast. Mais sinon, oui, évidemment, j'avais pris l'abonnement à l'année pour voir tous les matchs à domicile des Mavericks. Et puis bon, c'était aussi la découverte du rythme normal pour moi, donc c'est-à-dire voir des matchs la journée à 18h, 19h, 20h, à midi des fois. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, le retour en France a été dur de s'y remettre. Donc voilà, on sortait d'une superbe saison et j'ai été vraiment très très hype. Donc bon, voilà, comme tu dis, après par la suite, ça s'est pas révélé être la meilleure saison. Mais voilà, les impressions ont quand même été très très bonnes. Ça me manque beaucoup d'avoir cette routine d'aller voir mes matchs à l'American Airlines Center, de me garer sur la même place de parking. Enfin, tous ces trucs-là, j'avoue que ça me manque bien et ça reste quand même un très bon souvenir globalement. Il faut que tu reviennes nous voir au moins 1 ou 2 fois pour qu'on enregistre le podcast en live tous les 3 autour de la table. C'est prévu. C'est prévu. Bon, alors du coup, pendant cette saison, malgré les résultats, on le sait au final qu'ils vont pas être bonnes, mais Luka, lui, il continue sa progression individuelle. Il continue à enchaîner les grosses stats. Comment l'équipe marche en ce début de saison, Nico? C'est pas si mal que ça au final, hein. Quand je surplonge un peu dans les chiffres, c'est pas non plus catastrophique. Ils étaient au moment du trade dont on va reparler, qui a beaucoup bousculé l'équipe, ils étaient à 31-26 et 5e à l'Ouest. Donc c'est pas non plus catastrophique. Mais ce qui devient évident en fait, c'est que je pense qu'on voit que l'équipe est plus que jamais portée par Luka. Donc Luka, il est toujours sur sa courbe ascendante. Par contre, le supporting cast autour de lui, et notamment, je ne vais pas pointer du doigt, mais enfin, je vais le faire quand même. Les 2 nouveaux arrivants ne sont pas du tout ce qu'on attend, en fait, au final. Et que derrière, le collectif ne suit pas du tout Luka. Donc, moi, je lis ça encore comme plus de frustration de Luka, encore plus de bruit autour de lui sur dire il lui faut le bon supporting cast pour qu'il soit le MVP qu'il doit être, pour qu'il gagne pour qu'il aille en finale NBA, enfin voilà, pour qu'il soit au niveau de son talent. Donc voilà, tu as tout ce bruit qui devient un peu plus présent. Est-ce qu'il doit rester à Dallas? Est-ce qu'il ne doit pas changer d'équipe? Voilà, tout ce truc très embêtant pour rester poli. Donc cette ascension individuelle qui n'est pas accompagnée du bon supporting cast qui va avec. C'est frustrant. C'est clairement frustrant. Et du coup, il a une utilisation assez extraordinaire. Il me semble que c'est peut-être le joueur le plus utilisé en NBA. Peut-être que Quentin, tu vas me contredire. Mais est-ce que c'est pour ça, enfin c'est une des raisons pour laquelle finalement il va pas réussir au final, enfin l'équipe va pas réussir et on est trop focalisé sur Luka. Dans tous les cas, une équipe construite avec Luka Doncic, c'est une équipe qui est quand même plutôt héliocentrique, avec un Luka Doncic vraiment central. Mais là, ça avait vraiment atteint son paroxysme. Alors oui, c'était la plus grosse utilisation de la NBA de très loin. Mais le problème, en fait, c'est que la perte de JB, elle a précipité beaucoup de choses. En fait, avant, on avait ce système qui fonctionnait très bien avec nos 3 porteurs de balles et avec une hiérarchie claire. Luka en 1, Brunson en 2 et en 1 quand Luka n'était pas là, et Dinwiddie qui pouvait sortir du banc, qui arrivait en 3.
Là, le fait que Brunson parte, ça nous met Spencer en deuxième ball handler. Et ça nous laisse surtout sans troisième ball handler. Parce que bon, derrière, c'était Frank Ntilikina ou des trucs comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Et donc, quand on avait les deux sur le terrain, ça allait encore. Et c'est pour ça qu'on a des bons résultats, comme Nico, tu l'as dit, jusqu'au trade. D'ailleurs, si on avait été à l'Est, on n'aurait même pas parlé d'une mauvaise saison, ça se trouve, on aurait été dans les 4 premiers. Mais par contre, dès que Luka il sortait, et je parle même pas des matchs où il n'est pas là, c'était Dinwiddie qui se retrouvait seul en porteur de balle, et là, c'était très mauvais. Et on est même un peu trop tombé sur lui, injustement, même si, enfin, je le défends un peu, Spencer, mais... Et voilà, ça fait que ça a pas pu marcher. Ça n'a pas pu marcher comme ça, parce qu'on est passé d'un système qui fonctionnait très bien à quelque chose où on a beaucoup trop demandé à Luka, et c'était surtout trop facile à contrecarrer pour des bonnes équipes. Donc on a réussi à gagner quelques matchs contre des mauvaises équipes sur cette première partie de saison, mais dès qu'il y avait des gros, il y avait malheureusement pas trop de résultats pour notre équipe, qui était un peu trop facile à cerner et à défendre. Et on peut rajouter peut-être que le Brunson brille à New York. Parce que je pense qu'au moment de son départ, on se dit, est-ce que Jalen Brunson va être au niveau à New York? C'est quand même les points d'interrogation. C'est pas forcément une évidence. Et la réalité, c'est que très vite, en fait, il devient le joueur qui est sur la continuité de ses playoffs précédents. Donc, ou en tout cas, les playoffs et une partie de la fin de saison précédente, donc, on va dire qu'il prend encore un nouvel envol. Donc, c'est encore plus frustrant. Enfin, on est à la fois content pour lui de le voir qui s'éclate à New York et qui brille dans un contexte qui est quand même très difficile. Et à côté de ça, nous, on est super frustrés parce qu'on a laissé partir, alors que c'est finalement le deuxième joueur majeur dont on avait besoin. Et ce que tu décris, Quentin, tu as raison, le manque d'aide, notamment pour porter la balle, il est encore plus évident dans cette première partie de saison. Donc, on est vraiment très short sur cet aspect du jeu. Et on se dit, on ne peut pas continuer comme ça. Je fais un peu Madame Irma, là, j'annonce ce qui arrive. Mais on se dit... avant de parler de on ne peut pas continuer comme ça, parle-nous de ce match-là contre New York. Je crois que Quentin, tu as comment on dit quand tu hint, quand tu teasé. Tu as teasé, merci, c'est le mot que je cherchais. Tu as teasé cette victoire contre New York. Nico, raconte-nous. C'était à Noël, je crois. Ouais, c'était le 27 décembre en l'occurrence. Donc c'est juste après le passage du Père Noël. Luka, il avait délivré la haute parce qu'il fait un match exceptionnel. Il y finit à 60-21-10, donc 60 points, 21 rebonds. 21 rebonds, hein. C'est réel. Et 10 passes. Et il permet à Dallas de taper New York en prolongation dans un scénario incroyable. Mais à la limite, moi, c'est à la fois fabuleux en prestations individuelles, mais c'est aussi le signe que si Luka doit faire ce niveau de prestation pour que les Mavs l'emportent, on est mal barré. Oui, parce qu'à 30 secondes de la fin, ils étaient menés de 9 points. Alors, je ne me rappelle plus exactement. C'était n'importe quoi. Ouais. Et puis, il met ce lancer franc, en fait, il rate, il récupère son propre rebond sur un lancer franc à la dernière seconde du match. Il la chope en l'air, il la bazarde et ça rentre dedans. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, il croit qu'il a fait passer l'équipe devant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais allez voir, l'image, elle est incroyable. Il sautille sur place, il a les mains qui s'agitent dans tous les sens et la bouche, il a un sourire, mais comme un enfant qui découvre Noël. Elle est incroyable, cette image. Il est comme un fou. Et bon, au final, il arrache juste la prolongation et pas la victoire, et on arrivera à gagner par la suite. Mais dans cette saison terrible, ça reste un des plus beaux souvenirs que j'ai, malheureusement pas en live. Je crois que le meilleur souvenir en live, et je sais plus si vous y étiez, les gars, c'était le premier match où vous savez Dorian Finis. Non, j'ai rien dit, ça c'est long après. Autant pour parler. Donc non, ouais, vraiment ça c'était exceptionnel. Mais bon, comme tu dis, Nico, voilà, il fallait ce genre de performance de Luka pour qu'on arrive à gagner des bonnes équipes, vu que maintenant les Knicks sont une bonne équipe, chose qui est étrange à dire. Ok, donc là on se retrouve... Ah pardon, tu as encore un truc à dire, Nico? Non, je disais que c'est enfin les Knicks ont repris le statut qui doit être le leur. C'était une équipe majeure de NBA. Grâce à Brunson. Notamment grâce à Brunson. Alors, on est à la trade deadline, on se dit il faut changer quelque chose. Et là, Nico Harrison, il nous fait... Parce qu'on ne peut pas dire que jusqu'à présent, ça a été, ses choix ont été terribles. Donc là, il se dit c'est la première pierre en fait à sa reconstruction. Est-ce qu'on peut le dire comme ça avec le trade de Kyrie Irving?
Non, parce que tu as quand même le trade de Porzingis, je pense, qui est quand même une vraie première pierre où il avait dit. Ou alors, tu peux le voir autrement en disant qu'il avait enlevé les pierres qui avaient déjà été posées par Donnie Nelson. Il avait déjà fait un gros coup pour moi avec le coup de Porzingis. Il avait quand même eu les couilles de dégager ce joueur pour lequel on avait quand même donné tant. Donc, pour moi, Nico, il nous a à nouveau surpris, mais c'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de blockbuster trade, notre cher Harrison. Ouais, puis attends, c'est comme lui qui fait venir aussi Javel McGee et Christian Wood. Hein. Oui, c'est pour ça, je dis, il a fait un coup dans l'eau, on va dire, ou alors peut-être qu'il n'avait pas trop le choix à l'été. Il a fait avec les moyens qu'il avait. Hein. Il avait juste un pic dans la force. Et il a réussi à choper Wood. Sur le papier, on était tous contents au début. Donc, Ok, donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce trade quand il y a eu le trade de Irving? Nico, qu'est-ce que ta première réaction? Et ne mens pas, hein, parce que je me rappelle à l'époque. Ok. Ouais, je mens pas. Je ne suis pas un homme de mensonge. Blague à part. Faut se rappeler en fait de l'époque. Hein. Kyrie il traîne la très mauvaise réputation post-Boston et post-Brooklyn. Donc on s'inquiète beaucoup de Kyrie Irving. Il est ingérable. Est-ce qu'il va pas rentrer dans un collectif? Il traîne pour un paquet de bonnes et de mauvaises raisons des casseroles pas possibles. Celui qu'on présente comme notre platiste préféré, on se dit mais waouh, qu'est-ce qu'il va apporter? Je pense qu'il n'y a jamais eu beaucoup d'interrogations sur le niveau basket de Kyrie Irving. Je pense que ça n'a jamais été une question dans toute sa carrière, et particulièrement dans ces années-là. On n'a jamais eu de doute là-dessus. La question, c'était plutôt la stabilité du personnage. Où est-ce qu'il est dans sa carrière? Est-ce qu'il va continuer sa pente très descendante et exploser en plein vol? Et du coup, exploser les Mavericks en plein vol? Donc ça, c'est la grande interrogation. Il arrive avec à la fois du scepticisme sur sa personnalité et sa capacité à s'intégrer, et à la fois pas mal de convictions sur le côté, c'est un extraordinaire joueur de basket, il n'y a pas de doute. Mais l'autre question, c'est aussi comment il va fitter un peu dans ce collectif. Donc ça pose aussi plein de questions sur l'équilibre d'équipe. J'ai déjà fait plus long que je voulais faire. Je rajouterai juste un dernier truc. Moi, je suis à la fois content et je suis content d'avoir Irving, mais je me dis, ils se sont dépouillés comme jamais pour récupérer Irving, et particulièrement sur des postes, ils étaient déjà très faibles. Donc, je suis sceptique. On va dire ça comme ça. Ouais, Quentin, rappelle-nous le trade, les joueurs qui partent. Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, pick de draft. J'aurais dû réviser ça. Pick de draft 2027, il me semble. Ou 2029. Ah, j'ai un doute. Bref, en tout cas, il y a un first round pick qui part. Et moi, je me souviens que c'est ça surtout qui m'avait un peu embêté à l'époque. Nico a quand même. Ah, je crois qu'on a perdu Quentin. Pardon. C'est bon, je suis de retour. Non, je disais, en plus de ce que Nico a dit, parce que je suis en phase avec tout ça, il y avait aussi le fait qu'il arrivait sans contrat. C'est-à-dire sans contrat. Il arrivait avec 3 mois restants. Donc, il y avait aussi le côté, il peut partir sans rien dès avril, mai, juin, quand vous voulez. Enfin, dès le 1er juillet, il peut partir. Sur ce côté-là, j'étais pas inquiet parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune bonne équipe avec du cap space. Donc, c'était quasiment sûr qu'il allait rester. Mais c'était vraiment humainement qu'il y avait vraiment des questions. Voilà. Et puis surtout, quelque chose, j'avais défendu depuis pas mal d'années la théorie que pour moi, en fait, à l'époque, Donnie Nelson, il attendait en fait d'avoir 2 ou 3 tours de draft à pouvoir envoyer dans une balance pour faire venir une giga superstar à l'instar d'un Kevin Durant ou un truc comme ça. Et en envoyant ce pick de draft pour Kyrie, ça a un petit peu mis à l'eau cette théorie que moi aussi je défendais depuis pas mal d'années en disant quand Luka aura 25, 26 ans, quelque chose comme ça, on mettra en place ce blockbuster trade avec des pics 27, 29, 31 par exemple, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment ce pic-là qui m'avait embêté. Sinon, sportivement, le trade m'allait bien parce qu'on avait vu que Brunson, Luka, ça fonctionnait très très bien. Et même si ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs Kyrie et Brunson, ils ont pas mal, je trouve, de similitudes. Et c'est pour ça que sportivement, ça m'allait. Mais humainement, les joueurs n'ont rien à voir.
il y avait quand même pas mal de monde qui disait que ils n'étaient pas complémentaires, qu'ils voulaient tous les deux le ballon et que ça allait être un peu à toi, à moi, sans finalement jouer ensemble. Est-ce que vous aviez eu ce sentiment-là aussi? Le sentiment, non, mais ça, c'est vraiment la phrase qui revient tout le temps. Dès que tu fais venir un joueur dans une équipe qui peut être plus ou moins meneur dans une équipe où il y a déjà un joueur qui est plus ou moins meneur, tu vas avoir à chaque fois c'est cet argument, il n'y a qu'un ballon sur un terrain de basketball. Et j'avoue que je trouve que c'est un peu une réflexion qui est facile à faire dès que tu as ce genre de trade. Surtout que, comme je viens de le dire, 6 mois auparavant, on avait un joueur, Brunson, qui manipulait la balle. Et juste qu'il est moins connu que Kyrie, alors qu'au final, Kyrie, c'est le genre de joueur qui, quand tu as un ball handler primaire à côté de lui, donc type LeBron ou Luka, il arrive très très bien à s'effacer. Donc pour le coup, dès le début, je me souviens que cet argument-là, moi j'étais plutôt contre, et c'était vraiment le côté instabilité extra-sportive qui était pour moi un bon argument pour les gens qui étaient contre le trade de Kyrie Irving. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Je rajoutais un truc, t'es passé assez vite dessus, Quentin, mais quand même le départ de la légende Dorian Finney-Smith, de Dodo. Ça, quand même, ça fait mal. On ne pensait pas lâcher Dodo comme ça. Déjà pour ce qu'il représente dans l'équipe, mais aussi ça nous dépouille encore plus sur les secteurs faibles. Et notamment sur notre axe défensif. Donc c'est pour ça que je dis au début qu'on lâche beaucoup et on lâche des forces dont on a fondamentalement besoin. Donc moi, ravi d'avoir Kyrie, avec les interrogations que j'avais à l'époque, qui ont été balayées depuis. Mais on se dit, on lâche Dinwiddie et Dodo, ça fait très mal. Ouais, c'est vraiment ce côté-là qui posait souci, c'est-à-dire que défensivement, tu sais que tu t'affaiblis, mais qu'il faut clairement chercher à côté des joueurs qui peuvent matcher avec ces profils. Parce que Brunson non plus à l'époque, c'était pas. Enfin, aujourd'hui, de par sa taille et son athlétisme, n'est pas un monstre défensif. Mais en gros, c'était pas l'inconnu dans laquelle on se dirigeait pour moi. C'est ça surtout que j'ai pas trop aimé quand on disait qu'on allait droit dans le mur avec Kyrie, alors qu'on allait dans une situation qu'on avait plus ou moins connue 6 mois auparavant et qui était bien meilleure que la situation dans laquelle on était. Finalement, 6 mois avant, on avait Brunson, mais on avait une grosse défense. Et est-ce que c'est ça qui a manqué à l'équipe pour réussir au moins à aller en play-off? Alors juste, je rappelle, pendant cette saison, 38 victoires par rapport aux 52 victoires la saison précédente. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Kyrie et puis, bien sûr, Dorian Finney-Smith qui était parti? Pour moi, c'est clairement la défense qui était extrêmement mauvaise, à commencer aussi par le secteur intérieur. Donc, les amis, c'était Dwight Powell qui était pivot. Donc, je pense que tous les trois, on aime beaucoup l'humain derrière, mais on sait qu'aujourd'hui, en 2023, c'est plus un joueur qui doit être titulaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, Christian Wood, il peut apporter en attaque, mais le problème, c'est qu'il te fait prendre plus de points que ce qu'il va te mettre en attaque. En défense, c'était vraiment catastrophique. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont ciblé Wood. Et donc, le fait qu'on n'ait aucun pivot dominant ou intelligent, ça a été une catastrophe en défense. Et on était une des pires défenses de toute la ligue. Donc, on avait perdu Dorian Finney-Smith, qui était notre seul joueur qui, effectivement, défensivement, était au-dessus du lot et qui pouvait s'occuper quand tu avais des meilleurs joueurs en face, il pouvait essayer de les limiter. Et donc là, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait que Luka et Kyrie soient dans un bon soir, très bon soir même, pour réussir à gagner. On était la pire équipe au rebond offensif, la pire équipe au rebond tout court d'ailleurs, et on était avant-dernier ou avant-avant-dernier sur les comptes. Voilà, ça montre aussi qu'on n'avait vraiment rien en défense pour permettre à notre duo d'attaquer correctement. Donc c'est pour moi vraiment pour ça que ça ne l'a pas fait. Et quand tu vois qu'on a réussi à perdre, pour moi c'était le coup de grâce. 2 matchs consécutifs contre les Hornets qui tankaient comme des porcs à l'époque. C'est bref. Je me rappelle de ça. C'était vraiment effectivement là, on était vraiment au fond du gouffre. Ouais. Ah, c'était affreux. Je voudrais rajouter juste un truc. Est-ce que tu disais, quand j'ai rajouté 2 trucs. Le premier, c'est que faut pas oublier, on a eu pas mal de blessures à ce moment-là, et notamment Kyrie Irving. Nombre de matchs communs, Luka et Kyrie, j'ai plus les chiffres sous les yeux. Il n'y en a pas eu tant que ça. Ouais. Donc, il ne faut pas trop tirer non plus les conclusions sur une réalité ils n'ont pas tant joué que ça ensemble. Et le deuxième truc, moi, c'est un des moves les plus forts pour moi de Nico Harrison, parce que cette mauvaise réputation de Kyrie, je pense que tous les GM, tous les directeurs sportifs ne voulaient pas particulièrement prendre Kyrie Irving.
La grosse différence, c'est que Nico Harrison, via son passif chez Nike, connaissait très bien Kyrie Irving. Apparemment, ils avaient une très bonne relation tous les deux. Et que lui, du coup, il était très confiant sur ce qui était Kyrie Irving et sa capacité à s'intégrer dans cet environnement. Donc, ce qui aurait pu être un peu un coup de poker, un peu une folie, était finalement relatif parce que Nico Harrison connaissait très bien le personnage complexe. Et il était finalement assez confiant dans ça va marcher à Dallas. En fait. Et aussi marcher dans ça va marcher dans un environnement qui est probablement moins difficile que l'environnement Boston ou Brooklyn/New York, qui est difficile d'un point de vue médiatique. Donc, c'est un peu comme s'il allait à la campagne, tu vois. C'est assez ironique de dire ça, mais en comparaison avec ces marchés-là, je pense que c'est beaucoup plus relax, avec moins de pression que ce qu'il avait pu connaître, ce dont il avait fondamentalement besoin. Bon, alors Quentin, je sais que tu l'as déjà fait dans un épisode précédent, mais raconte-nous ce match de tanking que tu avais été voir avec ta famille à Dallas. C'était assez mémorable. Alors, le contexte sur la fin de saison, on devait envoyer notre pick au Knicks, mais il était protégé top 10. Donc, si on finissait parmi les 10 pires bilans, on gardait notre pick. Et on était 11e au niveau des pires bilans. Et il fallait, en compétition avec OKC, et il fallait qu'en fait OKC nous passe devant. Il fallait aussi que Chicago reste derrière pour qu'on puisse passer 10e pire bilan et qu'on garde le pick de draft. Enfin, qu'on ait des hauts pourcentages de le garder, environ 85%. Et donc, les deux derniers matchs, on va tanker de manière affreuse. Donc, l'avant-dernier, c'est contre Chicago, c'était la Slovenian Night. Donc, parce qu'ils prévoient évidemment un an à l'avance. Donc, ils avaient fait venir des fans de Slovénie pour venir voir Luka, vu qu'on fait un podcast sur Luka. Et Luka avait joué un quart-temps, histoire de leur dire quand même, les gars, merci d'être venus, je joue. Et puis ensuite, il n'avait plus joué tout le match. C'est la seule fois qu'il a fait ça en 6 ans de carrière à Dallas. Et puis, le dernier match contre les Spurs à domicile. Donc, j'avais pris des billets des mois auparavant parce que ma belle famille venait. Je voulais leur montrer quand même un peu ma passion, la raison pour laquelle on est allé vivre de l'autre côté d'Atlantique. Et donc, le 5 de départ, messieurs, je ne sais pas si... Ça fait peur, hein. Frank Ntilikina, Théo Pinson, Davis Bertans, Jaden Hardy, Markieff Morris. Voilà. Ça, c'est le 5 de départ. Et les joueurs du banc, ça avait été Lawson, Holiday et McKinley Wright de fourth. Voilà les 8 joueurs qui ont joué ce soir-là. On a réussi à perdre face aux Spurs, qui était une des pires équipes de la Ligue. Ils ont récupéré Wemby cette saison pour expliquer qu'ils étaient vraiment très mauvais. Et voilà comment s'est terminée cette saison absolument atroce. Mais au moins, on termine avec un pick 10 de draft. Mais oui, mauvais souvenir parce que ce jour-là, j'avais dû expliquer du coup à ma belle famille pourquoi je supportais les paniers des San Antonio Spurs et non des Dallas Mavericks. Il faut avouer que pour des gens qui ne connaissent rien au sport américain, c'était très bizarre. Voilà. N'en parlons plus parce que finalement, grâce à ce tanking de fin de saison, les Mavs vont récupérer Dereck Lively. Et ça, c'est quand même une pierre importante à l'édifice. Alors, on passe donc à la saison d'après. Et cette intersaison de Nico Harrison, où là, il continue à nous montrer son talent. Il récupère ce 10e pick de draft et Dereck Lively. Et en plus, raconte-nous, Quentin. Non seulement il récupère Lively, mais il se débarrasse de joueurs dont il ne voulait plus. C'est ça. Pour moi, c'est limite l'été où il m'a le plus impressionné. Il avait assez peu de moyens. Enfin, du coup, il avait récupéré ce pick 10 de draft. Et il va réussir à trader le pick 10 contre un pick 12 à OKC. Et en échange, il leur dit, tiens, récupérez Davis Bertans. Donc déjà, on se débarrasse de Bertans. Masterclass. Donc en 12, on sélectionne Dereck Lively. Et vu qu'on envoie un joueur de 17 millions, en fait, on récupère une trade exception qui nous permet d'accueillir de l'argent gratuitement, pour faire simple. Il va utiliser cette trade exception tout de suite dans la soirée pour récupérer Richaun Holmes des Kings. Et dans la balance, il va leur dire, nous, on récupère votre contrat de Holmes, filez-moi un pick de draft. Il nous fait venir Omax aussi. C'est comme ça que Omax, il arrive, donc vraiment masterclass de sa part. Et en plus, il arrive à faire un sign and trade pour récupérer Grant Williams. Et pour le coup, je pense que unanimement, j'ai pas vu un fan des Mavs ne pas être content de la signature de Grant Williams à l'époque. Enfin, je sais pas vous, les gars, mais... C'est vrai. À ce moment-là, on se disait que c'était une excellente idée. Ça correspondait à leurs besoins en termes de poste. Et on se disait que Grant Williams, il était sous-utilisé à Boston et qu'il allait exploser à Dallas. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était Ouais. Mais du coup, pour Luka, on était vraiment... on n'avait pas beaucoup d'espérance pour Lively, par contre. Et d'ailleurs, j'étais le premier à dire
à part les picks 1 ou 2 de draft, il faut être très patient avec des postes 5. Et c'est limite le poste qui met le plus de temps à s'adapter en NBA. Donc, soyons patients. Et par contre, Grant Williams, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne addition aux côtés de Luka. Et ça faisait partie des joueurs que je décrivais quand on me demandait tu verrais quel joueur venir à Dallas. Et je disais souvent Grant Williams. Comme quoi, voilà, des fois, il faut se reconnaître quand on a tort. Mais globalement, c'était une très bonne intersaison, surtout quand tu vois d'où on est arrivé. Et ça a donné raison, en tout cas, à la team tanking qui voulait effectivement qu'on perde ces derniers matchs de saison 2022-2023 pour garder notre pick de draft. Et il a été bon tout de suite, Lively. Enfin, je me rappelle l'impact quand même qu'il avait. On était tous étonnés. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Il y en a même qui disaient qu'il allait jouer avec les Legends pendant une saison. D'ailleurs, on n'était pas ensemble tous les trois. Je crois qu'on a regardé le match contre les Suns, il me semble. Ouais, absolument. Ouais, où Lively, il a été, faut le dire, il a été meilleur que Wemby quasiment sur ce match-là. Ça a été fou. Non, vraiment, j'ai trop hâte de le retrouver. C'est vraiment la plus belle surprise de cette saison en direct. Bon, et puis Nico Harrison, à la trade deadline, il a continué à renforcer son secteur intérieur. Le secteur intérieur cher à Nico. Allez, raconte-nous là, qui c'est qu'il a fait venir. Ben, moi, en fait, un des traits de caractère que j'apprécie particulièrement chez Nico Harrison, c'est t'as le droit de te tromper, mais tu vas réagir vite. Parce qu'en l'occurrence, Grant Williams, j'étais exactement comme toi, Quentin. Je disais super idée, joueur complémentaire, il a l'air d'avoir un bon esprit. Ça va vraiment bénéficier à Dallas. Bon, c'est un échec catastrophique. Je pense qu'il a réussi l'export en quelques mois de se mettre à peu près tout le monde à dos. L'équipe, le staff, enfin, vraiment, je ne sais pas dans quel mood il était, mais il était très étrange, ce garçon. Donc, il réussit à finalement, par un peu le tour de magie, il réussit à nous trader, récupérer du coup sur les postes faibles, en fait, toujours un peu les mêmes. Sur le poste 4, pour remplacer Grant Williams, qui est catastrophique, il récupère PJ Washington de Charlotte. Et il réussit aussi à récupérer Daniel Gafford, justement, en échange contre Richaun Holmes. Donc, on fait un pivot contre un pivot. Donc, on se retrouve dans une situation complètement inédite où on a deux pivots plus que solides, alors qu'on était dans un désert depuis quasiment 10 ans. On se retrouve avec Derek Lively qui est beaucoup plus performant que ce qu'on imaginait, qui vient juste de Duke quand même, première année de NBA, et sa saison rookie, il est plus qu'au niveau. Et on récupère un pivot qui nous surprend. Moi, il m'a beaucoup surpris, Gafford. On le voyait à Washington, on se disait il était sa petite dizaine de points gentiment avec ses quelques rebonds et un bon contreur. Et on découvre un joueur. Moi, j'étais assez bluffé par les qualités athlétiques et surtout très fort rebondeur et très fort contreur. Donc en fait, on se retrouve exactement avec des joueurs qui correspondent à ce dont on a besoin. Et la magie du truc, c'est que l'alchimie est quasi immédiate. C'est que Gafford, dans cet environnement, tu as l'impression ça fait 2 ans qu'il joue à Dallas. Super fit avec l'équipe, il est mis en valeur par le jeu collectif, notamment par Luka, et du coup voilà, là la mayonnaise elle a plus que bien pris en fait. Elle est assez très surprenant positivement. Et PJ Washington sur le poste 4 voire 3 parfois, il se coltine, il devient quasi immédiatement un peu le poumon défensif qu'on avait perdu quand on a lâché de dos. Ouais, c'est ça. Donc toutes les missions compliquées sur ces postes là, il nous montre en fait ses capacités défensives, son intensité physique. Il est assez maladroit au début, ça va un peu s'améliorer après, mais il nous montre des qualités qui correspondent exactement à ce dont on a besoin. Donc là, on se dit bravo Nico Harrison, la cible des joueurs est la bonne, et le résultat, au contraire de l'année précédente avec notre Wood et notre Javel McGee en 4 et 5, là on récupère 4 et 5, et là ça prend immédiatement. Donc là, masterclass. Encore une fois. D'ailleurs, ça me fait penser, on a oublié de mentionner qu'il est allé nous chercher, enfin Nico Harrison, on va continuer de l'encenser, il est allé nous chercher Derrick Jones Jr. de nulle part en contrat minimum. Et voilà, il a construit l'équipe parfaite autour de Luka et donc aussi évidemment de Kyrie, de ce qu'il avait vu sur la saison précédente, de ce qu'il avait cru pouvoir imaginer pour le futur, c'est-à-dire une équipe qui se construit autour de ces deux meneurs, mais étant bien conscient de leurs limites défensives, de leurs faiblesses. Je vais mettre les joueurs qui sont parfaitement adaptés autour de ces deux-là. Et là, c'est ce qu'il a fait. Franchement, il pouvait pas mieux faire. Et on a vu des mecs qui sont arrivés, en plus de fitter, comme tu as dit, Nico, ils avaient faim parce qu'ils arrivaient d'équipes, on peut le dire, de franchises de merde qui tankaient depuis des années, tu vois.
En plus, PJ, il est par ici, tu vois. Ils sont arrivés les deux, le couteau entre les dents. Ils étaient heureux de jouer au basket et de jouer pour gagner. Ça a été fou. Et pour revenir un peu sur Luka, on l'a tout de suite vu sur ses interviews d'après-match. Il a eu toujours le sourire aux lèvres pour décrire ses coéquipiers. À chaque fois, il ne manquait pas de bons adjectifs. Je pense que ça a été le plus heureux dans tout ça. Il a enfin vu pour la première fois en 6 ans un secteur intérieur solide. Et ça doit faire du bien, je pense. Il y a autre chose qui m'a... Ah pardon, vas-y. Non, juste pour rajouter ce que tu disais, Quentin, je pense qu'on commence du coup, quand on voit ça, on se dit ça y est, parce qu'il fallait réagir vite en fait, hein, c'est pas juste une saison de plus, je pense qu'il fallait réagir rapidement pour montrer à Luka, non, en fait, tu restes à Dallas, hein, t'inquiète pas, on va t'apporter les bons joueurs autour de toi pour que tu sois performant. Donc pour moi, ça répond aussi à ce côté quand même relative urgence, moi je dirais, sur upgrader l'équipe avant que ces stars ne deviennent trop impatientes. Il y a un autre truc qui m'a surpris aussi dans cette saison, c'est que la façon de jouer des Mavs a changé. Il me semble que les saisons précédentes, c'était l'équipe la plus lente de la NBA, hein, avec Luka qui remontait la balle tranquillement. Et là, on a vu les Mavs accélérer le jeu, faire plein de fast break. Est-ce que ça aussi, ça a contribué à la réussite des Mavs et la réussite de Luka? Enfin, des Mavs, oui. De Luka, pour moi, non, parce que ces phases-là où le pace augmentait, ils étaient aussi surtout, on va pas se mentir, quand Luka il sortait et que c'était Kyrie qui passait en premier ball handler. Et effectivement, Kyrie qui est ultra rapide, entouré d'une équipe très très jeune, très athlétique, il pouvait se permettre, quand Luka allait se reposer, de changer le pace. Et du coup, ça prenait un peu l'adversaire de court qui se retrouvait avec deux types de jeux assez différents quand tu avais Luka sur le terrain ou Luka qui n'était plus sur le terrain. Il fallait qu'il s'adapte défensivement. Et du coup, on va dire que le fait que Luka soit pas forcément le joueur le plus rapide de la ligue nous a servi dans le sens où on a pu proposer des jeux, des faces très différentes, offensivement en tout cas, avec cet effectif quand on avait Luka ou quand on ne l'avait pas. Et au final, globalement, collectivement, ça nous donne de très bons résultats. Voilà, tu l'as dit, je crois, dans le premier épisode de notre série, cette saison de Luka, bon, bien sûr, ils ont été en finale de NBA, mais c'était la meilleure saison de Luka jusqu'à présent. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était la meilleure saison de Luka individuellement? Bon, déjà, il y a les stats purs. Ouais, les stats purs, tu vois, la saison, même si on se fait éliminer, enfin qu'on va pas en finale NBA, je continue à dire que c'est la meilleure saison de Luka, parce que d'ailleurs, bon, ces playoffs sont pas au niveau de la saison régulière en termes de statistiques individuelles. Sur la saison régulière, c'est tout simple, c'est une saison de MVP. S'il n'est pas avec les deux autres ovnis, il est MVP tous les jours dans de nombreuses saisons de les ligues, il aurait été MVP. Il finit avec 34 points par match. Donc meilleur marqueur de la ligue, évidemment, avec Embiid disqualifié. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, 34 points par match. Quand il arrivait à la ligue, on disait, je ne sais pas si athlétiquement, c'est un joueur qui va tenir. Et là, 6 ans après, il plante 34 points par match. C'est fou. Et à côté, 9,8 assists, allez, on va dire 10, et 9,2 rebonds. Donc, il est en 34, 10, 9. Voilà. Donc, si on prend les stats brutes, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut corréler avec le pace, etc. Mais voilà, juste ça, c'est un truc de fou. Et ce qui est peut-être un peu mis de côté, mais qui, pour moi, c'est peut-être ce qui m'impressionne le plus, il est à 38% à 3 points. Alors, ok, 38, c'est pas ouf. Enfin, c'est bien en NBA, mais sans plus. Mais 38, quand tu prends les tirs à 3 points que prend Luka Doncic, c'est-à-dire les tirs les plus compliqués qui existent dans le basketball, c'est exceptionnel. Donc, cette saison, sur bien des aspects, offensivement en tout cas, c'est pour moi sa meilleure saison. Et je ne sais pas si on en verra des aussi bonnes dans le reste de sa carrière individuellement. Je ne m'y connais pas trop dans le Michael Jordan, mais il me semble qu'il y a une saison un peu comme ça qui fait au début des années 90 où individuellement, c'est la meilleure de sa carrière et c'est des chiffres qui sont phénoménaux. Je pense que c'est cette saison-là pour Luka Doncic. Donc j'espère me tromper et qu'il va nous refaire une saison à 34 points par match. Mais il y a moyen qu'on ait vu la plus belle saison individuelle, en tout cas, de Luka Doncic sur cette saison 2023-2024. Et moi, ce qui m'impressionne, Quentin, je pense que c'est pas juste
la performance individuelle, c'est un cas, et la comparaison avec Jordan, tu as raison, je me faisais la même pas mal de fois. C'est une chose d'être un joueur très fort individuellement dans un effectif pourri. C'est une première chose qu'a fait Jordan au début de sa carrière. C'est une autre chose d'être aussi fort dans un collectif aussi impressionnant et une équipe qui, du coup, remonte gentiment vers le très haut de la conférence. C'est une autre histoire. Et ces stats-là, quand tu es dans une équipe dominante, ouais, c'est vraiment le next level. Et là, pour moi, il franchit un palier, en fait, d'être aussi brillant dans un effectif qui est beaucoup plus costaud. Là, on se dit, OK, là, on peut aller loin. Ouais, clairement. Alors, à part les stats purs, est-ce qu'il s'est amélioré aussi dans d'autres secteurs? Par exemple, sur son leadership. C'était quelque chose qu'on lui reprochait quand il était jeune. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a pris de l'expérience et que ça s'est vu? Ouais. Je suis un peu sceptique, moi, honnêtement. C'est encore les axes. Je pense que c'est les axes d'amélioration qu'il a, Luka. Leader d'équipe par son talent, oui. Je pense que, et d'ailleurs la finale est pour moi une démonstration pour lui de ce qu'il doit faire mieux. Je pense qu'il n'a pas toujours été parfait dans l'attitude, loin de là. À la fois par rapport aux arbitres, il se comporte un peu comme un enfant de 14 ans parfois. Et c'est plus acceptable en fait quand tu vises le niveau de MVP, qui est un leader d'équipe. Je pense qu'il n'a pas non plus toujours été exemplaire en défense. Il a peut-être fait des efforts, il défend mieux. Mais enfin, on l'a encore vu en finale NBA. Face à lui, il avait des joueurs, particulièrement Jaylen Brown, mais même d'autres, même Derek White, même Holiday, Tatum. Enfin, il voyait vraiment des joueurs qui étaient impliqués des deux côtés du terrain. Donc oui, pour moi, meilleur leader d'équipe, je pense oui. Mais parfois, en même temps, on se dit, ouais, il a encore du chemin quand même. Il est loin d'être exemplaire. Et il a encore du chemin à la fois dans le leadership d'équipe, mais aussi vraiment sur les tâches défensives où il doit être plus régulier. Et pas juste des à-coups. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il a fait des efforts par des à-coups. Tu l'as pas trouvé bon en défense? Moi, j'ai trouvé quand même, surtout en playoff, là, il a fait des gros matchs en défense. Par à-coups. Moi, je trouve par à-coups. Moi, je trouve que dans l'attitude de certains matchs de playoff, et notamment, honnêtement, face à Boston, je trouve qu'il lâche un peu trop rapidement le biscuit. Je ne le trouve pas régulier dans ses capacités défensives. Regarde en face de lui. Alors, je sais que c'est une équipe top niveau défensif, mais pour moi, il ne donne pas toujours le bon exemple. Loin de là. C'est peut-être un peu injuste de comparer face à Boston, qui pour moi est une équipe bien plus complète que la nôtre. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi, Nico. Et moi, en saison régulière, le nombre de fois où il ne revient pas en défense et il préfère se plaindre à l'arbitre et on se prend un panier. J'ai l'impression que je dis cette phrase 3 fois dans nos podcasts, mais ça sera une 4e, où on finit en 5v4, enfin en 4v5 et on se prend un panier parce que Luka est en train de se plaindre aux arbitres de l'autre côté. Ça m'a insupporté. Et vraiment, pour moi, ça, c'est pas un bon leadership. Je pense que ce qui le sauve un peu, c'est qu'en fait, il s'est retrouvé à partager le leadership avec Kyrie Irving. Et Kyrie, pour moi, est un très bon leader de vestiaire, avec son côté aussi très très calme que n'a pas Luka. Les deux, en tout cas, ils s'apportent une sorte de balance qui est très bonne, je trouve, avec ce duo-là. Donc, ils partagent le leadership à eux deux. Si on prend Luka de manière individuelle, je partage tous les points qui ont été dits par Nico. Alors oui, il a fait des progrès sur sa défense, parce que c'est aussi un garçon qui est très très intelligent, mais j'ai envie de le voir quand même plus souvent, en tout cas en saison régulière, parce qu'en playoff, il était blessé, on en reparlera. En saison régulière, j'ai trop vu des moments où il était en mode, en fait, ah vas-y, c'est la saison régulière, je peux me plaindre un peu, tu vois, ce genre de choses-là. Je pense, c'est pas des choses qu'un Nikola Jokic, par exemple, va faire, et c'est un axe d'amélioration clair pour Luka Doncic, et j'ai pas trop non plus d'espoir qu'il change ce côté-là, ou en tout cas pas avant ses 29-30 ans. Alors, il y avait un dernier point que les détracteurs de Luka font référence souvent, c'est son physique, son endurance. Il a été meilleur, les gars, cette saison là-dessus. Il a eu des blessures, mais il a joué blessé en play-off. Il a quand même été assez bon, même blessé. Est-ce que physiquement, il s'améliore? Sur l'endurance, effectivement, il s'est amélioré. Il me semble qu'il est quasiment à 38 minutes par match. C'est beaucoup, hein. Franchement, 38 minutes en saison régulière, ça commence
ça commence à faire. En général, un joueur est plutôt à 34, quelque chose comme ça. Donc, Jason Kidd a su qu'il pouvait compter sur lui. Il est encore jeune, hein, 24-25 ans sur cette saison. Il est quand même très, très jeune. Et à cet âge-là, tu peux jouer beaucoup de matchs. Après, bon, les blessures, tu as aussi le côté pas de chance qui peut intervenir. On a été globalement épargné sur cette saison. Et il joue 70 matchs sur les 82. Donc, c'est très bon, globalement, 70 matchs. Je pense que s'il fait attention à ses intersaisons, et notamment les épisodes qui viendront avec la Slovénie, car il y en aura, il pourra, dans la suite de sa carrière, continuer à avoir cette bonne endurance, je pense. Il pourra toujours s'améliorer cependant, et on attend la fameuse intersaison. Il nous fera vous savez, quand Jokic était revenu en version slim, là, et peut-être que Luka un jour fera quelque chose de ce genre-là. Ok. Donc, on fait un petit bilan là de Luka pendant ces 6 saisons. Quelques records qu'il a battus. Il y a des records de précocité. Lesquels t'ont marqué, Quentin? Non, c'est pas un record le match face à New York, je vais en reparler. Évidemment, cette saison, hein, on va quand même en parler. Il a mis un match à 73 points. Faut se rendre compte de la dinguerie. 73 points. Alors, je crois que Embiid met 70 la semaine d'avant, ou après, je sais plus, mais en tout cas, Luka, il arrive. Et face aux Hawks, il plante 73 points. Donc, c'est, je sais plus, le 5e joueur à le faire dans l'histoire, ou 6e, quelque chose comme ça. Donc, pour vous replanter le truc, il fait 25 sur 33 au tir, 17 sur 20 à 2 points, 8 sur 13 à 3 points, 15 sur 16 au lancer franc. Un peu par rapport... Enfin, comment dire, pareil que ce que j'ai dit pour sa saison régulière en général, je pense que pas sûr qu'il fasse mieux que ce match-là en termes de qui batte un jour ses 73 points. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment fou. Et il y a moyen que ça reste un record. Donc, pour un joueur en tout cas non américain, il y a moyen qu'il le garde pendant encore longtemps. Et puis après, bon, évidemment, on les a pas tous en tête, hein, mais tu l'as dit, Barnab, c'est tous les records de précocité. Et tellement souvent, on a vu Luka Doncic is the youngest, nanana, nanana. Ça arrivait plein de fois en 6 saisons et j'imagine que ça va continuer sur les saisons à venir. Mais c'est devenu banal, en fait, de le voir battre des records. Et c'est fou comme on s'habitue à l'exceptionnel. Et des fois, il faut prendre un peu de recul et pas qu'on fasse les compliqués en tant que fan des Mavs et se rappeler que oui, on a Luka Doncic dans l'effectif. Ouais, t'as raison, Quentin. Après, on a, et je suis sûr qu'il fonctionne de la même façon. On a le droit d'être exigeant. Il doit être exigeant vers lui-même, vu le talent exceptionnel qu'il a. S'il veut atteindre ses objectifs d'être à la fois MVP de la saison régulière, d'être MVP des playoffs et de gagner le playoff, ce qu'il doit être, t'as quand même l'impression qu'il est programmé pour ça, hein, fondamentalement, et qu'il ne peut pas terminer sa carrière sans avoir atteint ses objectifs. Ben voilà, il a juste des points d'amélioration clairs à atteindre. Et il est encore très jeune. Donc c'est quelque part sain d'exigeant avec lui et de se dire, bah voilà, il y a des étapes supplémentaires dans ta capacité. Si tu veux aller chercher un titre, hein, ou si tu veux être MVP. Finalement, c'est aussi ce qui s'est passé quelque part. Je ne vais pas faire un trop long parallèle, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour Boston. Pendant des années, ils n'étaient pas très loin, il leur manque quelque chose. Ben là, c'est un peu la même chose. Il lui manque certaines... Pour moi, vraiment, d'être un leader d'équipe exemplaire en complémentaire de Kyrie et de le montrer à la fois défensivement et régulièrement. S'il fait ça, je pense qu'il va encore franchir un palier. C'est tout ce qu'on souhaite, à la fois pour lui et puis pour les Mavs. Ok, ben ce palier, il va le franchir en play-off. C'est ce qu'on attend de lui et c'est ce qu'on attend de l'équipe. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les playoffs qui viennent de s'écouler. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans le premier épisode. Je vous invite d'ailleurs à la réécouter si ça vous tente. Mais juste un petit bilan de ces playoffs. On a parlé de ce qui peut améliorer. Est-ce que, j'ai envie de poser cette question-là. Est-ce que ça y est, les Mavs ont l'équipe pour battre Boston maintenant qu'il y a l'arrivée de Thompson et puis Marshall? Pour moi, non, mais personne ne l'a. Donc je dirais que parmi les équipes qui peuvent avoir une chance, sur un malentendu, ça peut passer. Dallas fait partie des meilleures équipes qui ont leur chance contre Boston, avec peut-être OKC, que je verrai aussi très très bon contre les Celtics. Mais
il y a pardon, je bégaye, quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur ces playoffs et pour terminer la rétro Luka, c'est qu'il a globalement été diminué sur l'intégralité de ces playoffs. On l'a vu contre les Clippers, il a été extrêmement imprécis, il a été affreux à 3 points, alors que comme j'ai dit, il sortait de sa meilleure saison au tir extérieur. Il n'y a aucun match à plus de 35 points, alors que sur les saisons d'avant, on l'avait vu faire des performances de fou en playoff. Contre Casey, c'est un peu mieux les 2 derniers matchs, mais globalement, on n'a pas vu un très très grand Luka. Donc encore une fois, merci PJ Washington d'exister. Et comme contre Boston, comme tu as dit, bon, la défense était excellente de Brown, de Derrick White, etc. Mais tout ça pour dire que ces playoffs-là de Luka, ils sont arrivés sur un Luka qui, je ne sais pas comment, a été blessé, a eu des gènes au niveau du genou, de la cuisse. Il a peut-être un peu trop donné sur la saison. J'ai très hâte de voir cette équipe-là, donc qui a très très bien fonctionné dans ces playoffs, qui est quand même allé en finale NBA, avec un Luka à 100%. Donc ça va être le challenge de la saison à venir, le garder à 100%, pour voir à quel point on peut encore être plus fort et regarder les yeux dans les yeux ces fameux Celtics. Ouais, après, il y a un truc qui change quand même, je pense, fondamentalement. C'est que les Mavs étaient, au tout début des playoffs, l'équipe qu'on n'a pas forcément envie de jouer, en se disant leur classement ne reflète pas la nouvelle valeur de l'équipe post-trade, oui. Post-staffing avec, composition d'équipe avec PJ Washington et Al Gafford. Là, je pense que le statut d'équipe a changé. Non seulement ils étaient en finale, ils ont gagné l'Ouest, ils ont été en finale NBA, mais ils se sont renforcés quand même avec Klay Thompson. Donc le regard, il est plus le même. Ça sera plus fondamentalement une surprise si ils réussissent à atteindre la finale de la conférence, à gagner la conférence Ouest. Mais, regardez un peu les mastodontes qu'on a encore autour de nous. La conférence Ouest, c'est monstrueux. Ils vont quand même, on va avoir encore en face de nous OKC qui s'est sacrément renforcé. On a encore les Denver Nuggets. Enfin, il y a encore un paquet d'équipes de premier plan qui vont vouloir bousculer la hiérarchie, qui vont vouloir prendre la place des Mavs. Donc, à la fois, je pense qu'on s'est fondamentalement amélioré dans l'équipe. Et j'espère vraiment que Klay Thompson, il va apporter tout ce dont on pense qu'il peut apporter. Mais en face de ça, il y a des sacrées équipes. Hein. À l'Est, Boston est un peu plus relax quand même. Hein. C'est pas la compétition de folie, la conférence Est par rapport à la Ouest. Donc, je pense que ça va aussi jouer. Et ouais, ça va. Pour terminer, juste parce que un peu cette rétrospective des 6 saisons, on arrive à la fin de la 6e saison de Luka Doncic. Et pour reprendre ton terme, Nico, nous sommes aujourd'hui, après donc 6 saisons, un mastodonte de la conférence Ouest. Donc c'est la première fois qu'on va commencer une saison, que Luka Doncic va commencer une saison en étant l'équipe favori, ou en tout cas une des équipes favoris de la conférence Ouest. Je crois qu'il y a juste Oklahoma qui est un poil favori par rapport à nous pour gagner l'Ouest, mais globalement, chaque année on disait oui, il y a les grosses équipes de l'Ouest, il y a les grosses cylindrées, on dit toujours Denver par exemple. Aujourd'hui, les équipes se disent, il y a les mastodontes de l'Ouest et on va être la première équipe, et c'est logique, hein, comme tu l'as dit, on a sorti les Wolves facilement 4-1, on est allé en finale. Enfin, après ces 6 saisons, Luka Doncic va commencer sa 7e saison NBA en étant une des équipes favoris au titre, si ce n'est la meilleure équipe de la conférence Ouest. Et voilà, pour prendre un peu de recul par rapport à ces, je sais pas combien, 2h30 d'émission qu'on a fait sur Luka, on a quand même de la progression. Ça fait plaisir de voir où on en est aujourd'hui. Ouais, t'as raison, Quentin. Je pense que les Mavs doivent au moins être dans le top 3 à l'Ouest. Et ce qui est effectivement, quand on se rappelle des souvenirs effectivement très récents de tanking, d'équipe qui ne fait pas les playoffs, ça va vite, la NBA, une nouvelle fois. Hein. Quel changement de situation en finalement relativement peu de temps. Changement de roster et puis changement de situation sportive. C'est hyper rare de placer une équipe qui ne fait même pas le play-in à une équipe en finale NBA. Je pense que c'est jamais arrivé. Je n'ai pas vérifié, mais... ne pas faire le play-in, ça veut dire en fait ne même pas être dans les 10. Et comme le play-in est assez récent, je pense effectivement ça n'a pas dû arriver souvent, une équipe qui n'est pas dans les 10 premiers de sa conférence et qui la saison d'après arrive à être en finale NBA. Oui, j'imagine que ça n'a pas dû arriver souvent. Les gars, on est... Cavs peut-être quand LeBron y revient. Ouais, et les Spurs quand ils draftent Tim Duncan aussi.
Ça fera le sujet d'un très bon quiz. J'aurais pas dû vous poser la question là. Les gars, on est le 12 septembre, donc on enregistre cette émission le 12 septembre et le premier match de pré-saison, c'est le 7 octobre. Donc ça arrive très très vite et je pense que les prochains épisodes, on va commencer à préparer la saison à venir. J'ai hâte. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz pour terminer? Eh ben, allez. Ah oui, d'abord, non, avant ça, je voulais demander, pardon, je sais pourquoi je disais ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres échéances avant le premier match de pré-saison là? Le premier match, c'est le 7 octobre contre les Memphis Grizzlies, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres échéances avant ça à noter dans notre calendrier? Je crois qu'il y a une... Non, il me semble pas. Il y a le training camp, non? Ouais, mais enfin, oui, le trading camp, mais même pendant la pré-saison, tu pourras avoir plus de 15 joueurs sous contrat. Donc, oui, le trading camp, il va avoir le Media Day, où tu vas avoir des déclarations bateau. Et le trading camp, on aura peut-être un peu plus d'informations sur effectivement si c'est bien AJ Lawson qui est écarté de l'équipe et puis qui seront les joueurs qui vont se battre pour les contrats two-way, quoi. Mais en sachant que ça paraît, comme tu l'as dit au début, Quentin, ça paraît quand même un peu tout dessiné. Hein. Bah oui, tu vas pas mettre Markieff Morris en. Morris, ils vont pas G-League. dire, c'est assez clair qu'il va être là pour s'asseoir sur le banc, agiter les serviettes et taper dans le dos de tout le monde. Ouais, mais si on a besoin d'AJ Lawson, tous les contrats, on l'appellera. On a pris Tonton pour une raison quand même. Ouais. Ça marche. Bon, les gars, je vous ai préparé un petit quiz là pour terminer. Vous êtes prêts? Alors celui-là, je suis assez content parce que finalement, je pense pas que vous pouvez tricher. Enfin, c'est assez difficile. J'ai quand même dû faire un petit tableau croisé pour récupérer les réponses. Donc, oh là là. ouais, non. Enfin, c'est pas si compliqué. C'est pas quoi m'attendre. Alors, pendant les 6 saisons au Mavs, saison régulière plus playoff, je ne compte pas les pré-saisons et je ne compte pas les Jeux Olympiques, je ne compte pas ces matchs avec l'équipe nationale ni avec le Real Madrid. Hein. Mais depuis qu'il est au Mavs, il a 3673 passes décisives. Je voudrais que vous me citiez les 10 joueurs qui ont reçu le plus de ces passes décisives. Et on va dire que vous allez devoir le faire chacun votre tour. Et si vous êtes fort et que vous trouvez les 10, on ira jusqu'à 15. On peut aller jusqu'à... Alors, si vous voulez, je peux vous dire, il y a combien de joueurs qui ont reçu de passes décisives? Il y en a 53. 53 joueurs ont reçu au moins une passe décisive. Mais je veux que vous me citiez ceux qui ont... On va pas faire les 53. Plus. Ouais. Alors, allez-y. On apprécie ta confiance en nous, Barnum. Tu mets le niveau à Allez. Incroyable. C'est pas si compliqué, les gars. Bon, vas-y, je vais commencer. Vas-y. J'essaie le plus obvious, tu vois, de savoir qui serait le numéro 1. J'en ai un clair. Dorian. Dorian est dans la liste, mais il n'est pas numéro 1, il est numéro 3. Mais bien joué. Moi, je dirais Tim Hardaway Jr. Ouais. Numéro 1, bravo. Ouais. Dwight Powell. Numéro 2, bravo. Ouais. Bon, Dwight Powell. C'est chaud, là. Je me dis aussi, il faut prendre des joueurs avec lesquels ils ont joué longtemps. Ça va quand même... Exactement. Un joueur que t'aimes pas trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Allemand au profil un peu hybride avec des genoux en carton? Comme bien sûr. Eh bien. Très bien, numéro 4. Vous les avez dans l'ordre, les gars, pour l'instant, hein, presque. Pour l'instant, on suit la logique. Bon, Jalen Brunson. Alors, Jalen Brunson, bien. 6e. Ça se complique, là. Ça se complique. Bon, après... J'ai envie de penser... allez, je me lance sur des joueurs genre... j'hésite entre... Kyrie Irving, quand même? Non, Kyrie Irving, 8e. Bien joué. Déjà, tu vois, je pensais pas quitter David, c'est incroyable. Du coup, je vais tenter un Harrison Barnes, je pense. Oui, alors là, Harrison Barnes, non. Non, les gars, non. Ouais, non, il n'y a pas eu assez de temps. Il est loin, là. Non, mais il y en a un que vous avez oublié, un évident. On en a parlé dans le podcast. Dinwiddie, non? Alors, Dinwiddie, non. Dinwiddie, 17e.
Non, les gars. Ah, Porzingis, bah oui, putain. Porzingis, 5e. Oui, évidemment, Bon. évidemment. Et alors, il vous en manque 3. 3 et 3 du top 10, ouais. 3 du top 10. C'est Il y en a un. Donc, vous m'avez cité Dwight Powell. Il aime bien le pick and roll, notre ami Lucas. Hein. J'attends Nico. Bah, c'est Derek Lively. Ah, Tu vois, déjà ouais. j'étais en train de en penser fait- à un pivot, mais je pensais pas déjà à Lively. Waouh, ok. J'étais loin là. Moi, j'ai hésité à Christian Wood parce qu'ils n'ont fait qu'une saison, mais il a quand même mis pas mal de paniers, Christian Wood. Alors, il est 12e. 12e. Wood. Ouais. Alors, il en manque 2. Steph Curry, peut-être Il doit être dans le top 15, non Il est 19e. 19 Moi, je pensais aux vieilles époques, au tout début de Luka à Dallas. Est-ce qu'il n'y a pas un genre un Wesley Matthews, quelque chose comme ça? Non, parce qu'il se fait traîner Non. avec New York en même temps que Barnes, donc ça passe. Il vous en manque un qui a joué longtemps avec Dallas. Qui a joué au moins 2 saisons. T'as dit Seth Curry déjà, hein? Non, mais c'est ce qui s'est passé, Curry. C'est un... Non, c'est pas Dorian, mais c'est son pote. Dennis Non. Parce que le meilleur pote de Dorian, c'est Dennis Smith. Ouais, alors pas son pote en fait. Pendant la saison finale de conférence, c'était le duo. Reggie Bullock. Reggie Bullock. Ah oui, Reggie. Ouais. Alors du coup, ça m'intéresse. Il est combien Dirk là-dedans? Ah ouais, Dirk. 31 Et, oh là là. 31, 35 Il a récupéré 23 passes décisives de Luka. Il est 29e. 29e, bah ouais, c'est les 23 plus belles de la carrière de Luka. Ouais, il vous manquait un joueur, je vous le dis, c'est Derek Jones Jr. Oh, déjà. Ok, oui, il a fait une saison en entier, il a joué quasiment tous les matchs, ça paraît logique, ouais. Je vais vous envoyer la liste. Voilà. Bon quiz, merci bien. Bien joué. Ouais, bon, on a été pas mal quand même. Vous avez été très bon, très bon. Vous avez juste oublié Kristaps Porzingis, mais le temps passe tellement vite qu'on oublie vite. C'est toujours les plus évidents que tu oublies. Voilà les gars, bon, allez, ça m'a fait super plaisir d'enregistrer ces 3 épisodes, 3 émissions. On s'est remémoré des bons moments et là, on va se plonger dans la nouvelle saison dès la prochaine émission. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la prochaine fois. Et ouais, merci à tous. À la prochaine. On profite encore de ce dernier mois, notamment ceux qui vont regarder les matchs la nuit. Les gars, je suis avec vous. Profitons de ce dernier mois où ça va être. On a encore des nuits complètes avant que tout commence à partir en sucette un peu avec le sommeil. Je vous balance un scoop. Nous avons des places pour le premier match de la saison régulière des Mavs avec Monsieur Barnab. Il se peut qu'on en parle. On va en parler, bien sûr. Obligatoire. Allez, Salut tout le monde. à bientôt. Ciao. Allez, salut les amis. Ciao.